Bonjour, vous êtes sur les Discordances. Je suis Leslie et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver afin de vous parler d'une institution que tout le monde croit connaître, l'école. Celle qui apprend à lire, à compter, à penser. Mais derrière les manuels et les bons sentiments se cache une autre histoire, plus ancienne, plus métaphysique, que la République a dissimulée derrière ses symboles. L'école n'a jamais été un simple lieu d'instruction. Dès sa création, elle a porté une mission spirituelle, éduquer l'âme du peuple. Quand la Troisième République s'installe, elle ne cherche pas seulement à remplacer le prêtre, elle veut refonder le croyant, créer un homme nouveau, rationnel, détaché du divin, dont la foi se tournerait non plus vers Dieu, mais vers la nation. Dans les loges maçonniques, où s'élaborent les lois scolaires, on parle de former la conscience citoyenne. Ferry, Buisson, Baird, des idéologues assumés, persuadés que la République doit régénérer le peuple par la raison. Leur combat n'était pas celui de la neutralité, mais celui d'un ordre moral de substitution. Pour l'imposer, il fallait un temple. Ce fut l'école. La laïcité française n'a donc pas aboli le sacré. Elle l'a déplacé. Des autels au tableau noir, des sermons aux leçons civiques. Elle a simplement changé de Dieu. La raison. 2 siècles plus tard, cette foi républicaine continue d'inspirer les programmes, les discours, les réformes. On y parle encore de valeurs, de respect, de vivre ensemble, de nouvelles prières pour une religion sans nom. Alors, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de l'école ? D'un lieu d'apprentissage ou d'un laboratoire moral où l'État modèle les consciences à son image ? Bienvenue dans l'école des âmes. Quand Jules Ferry défend son projet de loi en 1881, il ne parle pas d'école, mais de civilisation. L'école doit être morale, mais autrement, dit-il. Autrement, c'est-à-dire sans Dieu, mais avec la même ferveur, la même hiérarchie et la même promesse. Ferry n'est pas un pédagogue hésitant, c'est un bâtisseur de foi. Autour de lui, Buisson, Baird, Goblet, tous francs-maçons, partagent la même certitude. La République doit sauver l'homme par la raison. Leur idéal n'est pas la neutralité, mais une conversion. Faire de la raison la nouvelle lumière. Buisson l'écrit sans détour. La laïcité n'a pas la négation du religieux, c'est sa transformation. Elle ne supprime pas le sacré, elle le transpose. Ce n'est pas une rupture avec le spirituel, mais un transfert de sacralité. La République n'efface pas la religion, elle la reformate. Elle garde sa structure, son autorité, son catéchisme. L'école devient son temple. À la fin du 19e, chaque commune bâtit sa salle de classe comme on érige un autel tricolore. L'instituteur est l'apôtre du progrès. On l'appelle le hussard noir. Sa blouse est une soutane, sa craie une homélie. Il enseigne la patrie, le devoir, la raison. L'école n'a pas de parti, dit-il, mais elle a un but. Et ce but, c'est de remplacer la foi privée par la croyance civique. On ne prie plus, on récite. Les ancêtres gaulois, les révolutionnaires, la déclaration des droits, autant de psaumes républicains. Le salut ne se gagne plus au ciel, mais dans la conformité. La République veut un peuple instruit et libre, mais à sa manière. Un peuple dressé à penser dans le bon ordre. On ne forme plus des esprits libres, on les programme. Sous les mots sublimes de Ferry, éclairer les citoyens, se cache un paradoxe ancien. La lumière qui éclaire aveugle également. Ferry et Buisson ont une obsession, soustraire l'enfant à toute influence, d'abord au prêtre, puis à la famille, perçue comme le dernier bastion de l'obscurantisme. L'enfant appartient d'abord à la nation, dira Gambetta. Cette phrase n'a rien d'une image, elle fonde une doctrine. L'État se veut meilleur père que les pères eux-mêmes. Buisson l'écrit encore dans son dictionnaire de pédagogie. L'école doit pénétrer l'enfant tout entier. Intelligence, conscience, cœur. Ce n'est pas la neutralité, c'est une conquête morale. Ferry parle d'éducation du peuple à la République. Pas d'instruction, d'éducation. Et ce mot est toujours là. Aujourd'hui, il se décline à l'infini. Éducation à la citoyenneté, à la vie affective, aux médias. Toujours la même intention. Produire un esprit conforme au bien commun. Mais le bien commun, ici, se définit d'en haut. C'est une morale administrative faite de chartes et de circulaires. À force de vouloir protéger, elle normalise. Dans les programmes de 2024, la continuité saute aux yeux. Développer le sens moral de l'élève, son attachement aux valeurs de la République,
son respect du vivre ensemble. Des mots modernes pour un vieux dogme, la croyance d'État. Hier la vertu, aujourd'hui la tolérance. Le vocabulaire change. Le prêche, quant à lui, reste. Ainsi s'installe la première discordance. L'école qui promettait la liberté devient la fabrique de la conformité. Les maîtres d'autrefois prêchaient la vertu. Ceux d'aujourd'hui prêchent la bienveillance. Dans les deux cas, il s'agit de former un modèle humain unique. Depuis 140 ans, les gouvernements passent, les réformes se succèdent, mais la phrase de Gambetta demeure. L'enfant appartient à la nation. Et ce pouvoir, Ferry le savait. Il l'a voulu, théorisé, sanctifié. Georges Sorel, en 1906, le résumait d'une formule. La morale laïque a remplacé la morale religieuse, mais elle agit avec la même prétention à l'absolu. Cette prétention a survécu à tous les ministres. L'école française ne transmet pas seulement des savoirs, elle perpétue une croyance, celle d'un salut par l'État. Après l'esprit, le corps. Quand une société veut façonner les consciences, elle finit toujours par s'intéresser à la matière qui les contient. L'école française, temple de la morale d'État, ne se contente plus d'apprendre à penser, elle enseigne comment être. La République programme l'égalité des corps, mais dans les faits, elle les organise. Sous ces mots policés, respect des identités, égalité des sexes, se cache une ambition bien plus ancienne, fabriquer un citoyen abstrait et sans héritage. Le tournant s'amorce dès le début des années 2000. Le mot « genre » entre dans les programmes. Le Conseil de l'Europe l'encourage. L'UNESCO l'appuie. Les formulaires remplacent père et mère par parent 1 et parent 2. Le langage n'est plus de description, il devient idéologique. En 2013, le ministre Vincent Peillon assume. La laïcité est une foi. Il s'agit de construire une religion républicaine. Et cette foi s'applique au corps. L'enfant doit apprendre que son identité est un choix, non la nature. Officiellement, il s'agit de respect. Officieusement, de reprogrammation symbolique. Les programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle s'imposent dès le primaire. Des collectifs de parents dénoncent des interventions jugées inadaptées. Un cas a fait scandale. Un intervenant aurait détaillé des gestes explicites devant des enfants de 10 ans. Le ministère admet une maladresse, mais rappelle que ces séances sont obligatoires. Obligatoire ? Le mot dit tout. L'État se pense protecteur, donc infaillible. Et comme sous Ferry, il se méfie de la famille. Elle transmet des croyances, lui prétend transmettre la vérité. Peillon précisait « Il faut arracher l'élève à tous les déterminismes. Familial, ethnique, social. » Le mot « arracher » résume l'idéologie. Libérer l'enfant de tout héritage pour mieux l'intégrer dans le modèle républicain. Les enseignants eux-mêmes s'interrogent. Un inspecteur cité par Libération confie « On nous demande d'enseigner la tolérance en supprimant la différence. » C'est la discordance essentielle. Tolérer en France signifie bien souvent effacer. Dans les manuels, le corps n'est plus biologie, mais symbole. La pudeur devient soupçon de conservatisme. Le sexe, un terrain de pédagogie. On ne découvre plus le corps, on le commente. L'école ne laisse plus à la vie le soin de révéler. Elle explique avant que l'enfant ne comprenne. Des psychologues alertent. Claude Almos rappelait dans Le Parisien « L'école n'a pas à initier l'enfant à ce que seul le temps ou la parole intime peuvent lui révéler. » Mais la République, sûre d'elle, poursuit son œuvre éducatrice. Le corps devient un espace civique. Tout ce qui dépasse la norme du moment est corrigé, réécrit, redéfini. Et dans cette obsession de neutralité, la différence devient un risque à gérer. Ainsi s'installe la seconde discordance. En prétendant libérer les corps, la République les surveille. Elle efface les frontières qu'elle dit respecter, redessine les identités qu'elle prétend défendre. Le citoyen idéal n'a plus de sexe, seulement un code de conduite. L'école s'était emparée des consciences, puis des corps. Restait un dernier bastion, la famille. Pas sa structure, mais son autorité. Et c'est là que la République révèle sa nature la plus intime. Elle ne tolère pas les rivaux moraux. Le père, c'est le curé du pauvre, disait Ferry. Tout est là. Remplacer la direction spirituelle du foyer par celle de l'État. Pendant un siècle, la tutelle resta feutrée. Mais à mesure que le foyer se délite, l'État s'y installe. D'abord pour protéger,
puis pour gouverner. Les éducations A se multiplient, à la citoyenneté, au climat, au numérique, au consentement. À force d'éduquer à tout, l'école cesse d'enseigner. Elle ne transmet plus ses savoirs, elle façonne des attitudes. Une affaire de Montpellier l'a illustré. Un intervenant avait tenu un discours jugé explicite devant des enfants de 9 ans. Le rectorat a parlé de maladresse avant de conclure que les séances sont obligatoires. Le ton est donné, la bienveillance ne se discute pas. Auditionné en 2025, Édouard Geoffrey l'a confirmé. Un programme, c'est un programme. Ce n'est ni discutable, ni négociable. Dans les textes, le pouvoir parental disparaît. Les parents deviennent partenaires éducatifs. Mais derrière le mot, l'équilibre s'inverse. Ce n'est plus l'école qui aide la famille, c'est la famille qui sert l'école. Les familles doivent comprendre que l'école n'est pas un service, c'est une mission nationale, déclarait un directeur d'académie aux Parisiens. La mission prime sur la liberté. L'enfant n'appartient plus à ses parents, mais à l'institution. Son comportement, ses émotions, ses opinions sont suivies, notées, ajustées. Une mère racontait sur RTL « Ma fille a pleuré parce qu'elle avait dit qu'elle voulait un mari. On lui a répondu que c'était une phrase genrée. » Une nouvelle doctrine du respect obligatoire s'étend partout. Des psychologues scolaires animent des ateliers sur le genre sans concertation familiale. Quand un père proteste, on lui répond que c'est le parcours citoyen. Le privé devient public, le choix devient devoir. La contestation, elle, est pathologisée. Celui qui critique le contenu devient suspect d'archaïsme. La République protège, et en France, ce mot signifie toujours encadre. Ainsi naît la troisième discordance. L'État prétend sauver l'enfant des adultes, mais finit par le leur confisquer. Il accuse la famille d'influence et, ce faisant, impose la sienne. Ce n'est plus de l'éducation, c'est de la captation symbolique. L'enfant républicain n'appartient plus à personne, ni à Dieu, ni à ses parents, ni même à lui-même. Il appartient au discours, un être humain converti en projet éducatif. Et dans cette dépossession tranquille, la République accomplit son rêve discret, non pas former les citoyens, mais devenir leur première croyance. Le pouvoir n'aime pas les silences. Tout ce qu'il ne comprend pas, il l'encadre. Tout ce qu'il ne contrôle pas, il réglemente. C'est sa manière de conjurer l'incertitude, transformer le flou en procédure. Après la conscience, le corps et la famille, il ne restait qu'un territoire à réagir. Le comportement, le visible, ce qu'on montre, ce qu'on ressent, ce qu'on tolère. C'est là que s'installe le code moral invisible, celui qu'aucune loi n'impose, mais que chacun finit par suivre. On l'appelle vivre ensemble, valeurs communes, respect républicain. Elle forme une grammaire morale sans transcendance, où le bien se confond avec la conformité. Marcel Gauchet l'avait résumé. La République française a remplacé la morale religieuse par une morale procédurale. Ce n'est plus la vertu qu'on attend du citoyen, mais la conformité au dispositif. L'obéissance est devenue compétence sociale. Les bulletins d'évaluation notent désormais la posture responsable, la gestion des émotions, des critères éthiques déguisés en pédagogie. L'élève modèle n'est plus celui qui comprend, mais celui qui adhère. Le ministère parle d'évaluation bienveillante. Mais la bienveillance se traduit par une conformité douce. On n'exclut plus pour faute, on écarte pour dissonance. À Nantes, un professeur fut suspendu pour manque d'exemplarité linguistique après avoir ironisé sur l'écriture inclusive. Pas de faute, juste une déviation. Ainsi se propage la doctrine invisible. Sans tribunal, mais avec efficacité. Des universités aux administrations, la même liturgie s'impose. Neutralité, inclusion, bienveillance. Une religion administrative où les mots remplacent les idées. Le langage devient la frontière morale. Ce qu'on ne peut dire, on ne peut plus le penser. Un inspecteur général confiait au Monde « Nous ne faisons plus seulement de la pédagogie, nous faisons de la culture comportementale. » Autrefois, on respirait la foi. Aujourd'hui, on respire la vertu. L'État n'a plus besoin d'imposer, il suggère. Et dans ce consentement collectif, le désaccord devient une pathologie. « J'ai peur d'être mal interprété », confiait un enseignant à Marianne. Certains sujets ne sont plus dangereux, ils sont impensables. Les chartes remplacent le discernement, le protocole, la parole. Chaque agent signe son adhésion à des valeurs jamais définies, auto-justifiées par leur bonté supposée. La République ne fait plus la morale, elle la programme, disait un ancien recteur.
Et tout programme crée ses automatismes. Le citoyen devient fonctionnel, calibré pour la coexistence. On croit vivre dans une société apaisée, on vit dans une société formatée. La doctrine invisible n'a pas besoin de dogmes, elle a des indicateurs. Les comportements vertueux se notent, se récompensent, se comptent. Dans certaines écoles, les enfants gagnent des points pour avoir encouragé un camarade. Demain, ce sera aux adultes d'être notés sur leurs vertus. Un sociologue évoquait sur France Culture l'émergence d'un pouvoir administratif des émotions. C'est la dernière frontière, réguler ce qu'on ressent. La République, héritière des Lumières, voulait instruire la raison. Elle gouverne désormais les affects. Et l'école, laboratoire de cette doctrine, forme des citoyens doux, prudents, prévisibles. La quatrième discordance est là. En abolissant le dogme, l'État a créé un autre dogme plus efficace, sans prêtre, sans Dieu, mais avec des formulaires. Dans les classes, on récite encore liberté, égalité, fraternité. Mais ces mots vidés de leur chair ne sont plus des principes, ce sont des slogans de conformité. La liberté n'est plus un droit, mais une compétence. L'égalité n'est plus un idéal, mais une correction. La fraternité n'est plus un élan, mais un module. Et pendant que la République se félicite d'avoir aboli la morale religieuse, elle vit déjà sous la plus parfaite des morales administrées. L'école républicaine était née d'un rêve, celui d'éclairer le peuple. Elle s'est muée en machine à moraliser le citoyen. Ferry voulait libérer l'esprit du catéchisme, il a bâti un catéchisme d'État. Péillon, un siècle plus tard, l'a dit sans détour. La laïcité est une foi. Le rêve des Lumières s'est retourné sur lui-même. L'État, qui voulait affranchir l'individu de la tutelle du clergé, lui a substitué celle de l'administration morale. Et cette fois, sans transcendance, sans salut, sans pardon. Il ne reste plus qu'un rituel. Des formulaires, des circulaires, des discours sur la bienveillance. Une morale sans mystère, mais aussi sans souffle. La République voulait former des consciences libres, elle fabrique désormais des comportements sûrs. Et dans cette perfection hygiénique, dans ce silence moral, résonne la plus profonde des discordances, celle d'une liberté administrée au nom même de la liberté. Je vous remercie d'avoir été intéressé par cette première partie de sujet sur notre belle et digne République. Je vous retrouve très prochainement dans un sujet qui sera lié, celui du citoyen qui est totalement conditionné. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne pour m'encourager si ce type de sujet et d'analyse peut vous intéresser. Restez éveillés, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.